J'ai toujours été fasciné par les animaux, les plantes et l'exploration du monde naturel. Voilà pourquoi je réalise des expériences insolites. Je vais tester l'intelligence d'un ver de terre. Tu t'amuses bien, hein? Est-ce qu'un gorille peut se reconnaître dans un miroir? Et je vais tenter de suivre une plante qui avance très lentement. Je vais réaliser certaines expériences de Charles Darwin. Darwin est le plus grand biologiste de tous les temps. Tout cela pour appuyer sa théorie de l'évolution, l'une des plus importantes avancées de l'histoire de la science. Alors que les scientifiques, l'Église et le public accablent sa théorie de critique, la meilleure défense de Darwin est d'apporter des preuves supplémentaires grâce à des expériences. Certaines sont ingénieuses. Certaines concernent le sexe. Et certaines sont très dangereuses. C'est douloureux. Quand Charles Darwin s'installe dans le Kent en 1842, il transforme sa maison, sa serre et les champs alentours en un laboratoire géant. Et il entame un voyage dans l'inconnu scientifique. Je vais reproduire des passages clés des recherches et des expériences de Darwin. Son but est de prouver que toutes les espèces naturelles ont évolué à partir de quelques ancêtres communs. Darwin travaille sur sa théorie révolutionnaire pendant plus de 20 ans. Et en voici le résultat de l'origine des espèces. 400 pages d'argumentation détaillée, de démonstrations et d'idées. Ce fut un succès immédiat. Mais malgré tout le travail accompli, Darwin lui-même n'était pas satisfait. Il recherchait toujours plus de preuves. Darwin a de bonnes raisons de penser que sa théorie de l'évolution est polémique. Son livre remet en cause des siècles de croyances religieuses au sujet de la création. Seule une poignée de scientifiques défendent le travail de Darwin et beaucoup s'y refusent. Le plus farouche opposant est aussi le plus célèbre zoologiste de l'Angleterre victorienne, le professeur Richard Owen. Owen est un ennemi formidable. Il dirige la section Histoire naturelle du British Museum. Mais en plus d'être un scientifique, il est aussi un leader politique. C'est Owen qui a aménagé ce bel édifice pour abriter sa collection. Curieusement, ces deux hommes étaient en fait d'anciens bons amis. Owen a en effet identifié un certain nombre de fossiles que Darwin avait rapportés de son voyage autour du monde. Ce n'est qu'après la publication de la théorie de Darwin que l'amitié d'Owen se transforme en haine. Richard Owen est arrogant, mais il n'est pas idiot. Le scientifique en lui reconnaît un certain mérite aux travaux de Darwin. Mais Owen ne peut se résoudre à expliquer le monde naturel sans l'intervention de Dieu. Owen, très croyant, est scandalisé par le fondement de Darwin selon lequel l'homme descendrait du singe. Il voit Darwin comme une menace envers ses convictions religieuses et ses compétences scientifiques. Il se jure alors de démolir sa théorie. À partir de ce moment-là, les deux hommes deviennent ennemis. De son côté, Darwin se moque de l'opinion publique. Il préfère la tranquillité de sa maison de campagne. C'est là qu'il peut continuer ses expériences, et la direction qu'il prend est très astucieuse. Il s'intéresse aux plantes. Il fait des expériences dans sa serre et obtient rapidement des résultats. Pour Darwin, les questions clés au sujet de l'évolution sont autant liées aux plantes qu'aux singes et aux hommes. Mais les plantes sont beaucoup moins sujettes à controverse. 6 mois après la publication de son livre, au cours d'une promenade, Darwin remarque une minuscule plante poussant dans un marais. C'est un drosera. C'est l'une des plantes les plus bizarres qui existent car elle peut attraper et manger des insectes. Darwin se met en quête d'expliquer pourquoi cette plante a évolué ainsi. Darwin ramène le drosera chez lui, à Down,
C'est à l'aide d'une simple spatule dans sa serre que Darwin va accomplir une partie de ses prouesses scientifiques. Le chef jardinier, Toby Beasley, est en charge des sols à Down. Et il va m'aider à reproduire le travail de Darwin. Bien, nous allons pénétrer dans les serres et réaliser quelques-unes des expériences de Darwin. J'ai avec moi tout un tas d'aliments différents, en toute petite quantité. Et nous allons les donner à manger à des plantes insectivores. Ça peut paraître un peu fou et étrange, mais avec un peu de chance, tout finira par s'expliquer. Ok, Toby. J'ai tout le matériel et j'ai pris mes notes pour cette expérience. Darwin a notamment nourri ses plantes avec de la viande rôtie. C'est exact. C'est assez inattendu. J'ai apporté quelques saucisses cuites. Heureusement que les notes de Darwin sont assez claires à suivre. Nous allons hacher un peu le tout et le donner ensuite à la plante. Je fais des petits bouts? Oui, des tout petits morceaux, de l'ordre d'1 mm², 1,20 mm. 1,27 mm. Je vais couper ici. Je vais m'approcher le plus possible. C'est très minutieux. Et voilà. C'est bien? C'est la première fois que je donne un bout de saucisse à manger à une plante. On y va. Bien au milieu. Bien au milieu de la feuille. Ok. Et voilà. Parfait. Si la théorie de l'évolution de Darwin est exacte, il doit pouvoir démontrer que tout dans la nature, même si c'est étrange ou inhabituel, a une fonction. Je suis fasciné de voir comment il a compris que le Drosera était une plante carnivore. On va ensuite s'intéresser à l'albumine. Après avoir essayé plusieurs solutions, le docteur Burdon Sanderson m'a suggéré d'utiliser ces cubes d'albumine ou des œufs durs. C'est presque un petit déjeuner typiquement anglais, ça. Eh oui, il ne manque plus que le bacon. Les gens ont dû se demander ce que faisait cet homme dans sa serre à nourrir ses plantes avec des œufs. Darwin fait ainsi considérablement avancer la pensée scientifique en établissant une connexion entre l'azote et les insectes. Il avait trouvé le Drosera dans un marais. Toutes les plantes ont besoin d'azote pour pousser, mais un sol marécageux est faible en azote. Darwin suppose que les Drosera ont évolué pour obtenir de l'azote ailleurs. Peut-être qu'elles mangent des insectes, car les insectes sont riches en azote. Mais comment le prouver? Tout comme Darwin, Toby et moi présentons aux plantes des aliments ayant différentes teneurs en azote. Certains aliments, comme les blancs d'œufs, contiennent beaucoup d'azote. D'autres aliments, comme la viande, un peu moins. Et certains, pas du tout. Darwin passe ensuite au liquide. Nous allons tout d'abord utiliser de l'eau sucrée. Il écrit ici « une dose de sucre pour 73 d'eau ». J'ai déjà tout préparé. Mon eau sucrée ne contient pas du tout d'azote. Et c'est toute la question. Darwin veut voir si la plante choisit sa nourriture pour son azote. J'aurais plutôt cru que le Drosera opterait pour l'eau sucrée en raison du sucre. Bien. On dépose quelques gouttes. C'est bien. Et voilà. C'est clair et net. J'espère qu'on va voir où ça va. Bien. Sur notre liste de liquides, on en a ensuite un autre qui m'a pas mal surpris. C'est sa pisse, son urine. Il a testé tout ce qu'il avait sous la main. Dans le cas présent, c'est même un peu de lui. Tout à fait. Les mêmes mesures. J'ai pas encore préparé cette solution. C'est soit toi, soit moi. Et je crois que ça va tomber sur moi. C'est toi qui reproduis l'expérience, alors à toi de t'y coller. Très bien. Faire pipi dans un tube, ça peut paraître un peu insolite. Mais pour Darwin, ça s'expliquait très bien scientifiquement. Bon, moi je sais ce que je préférerais boire. La solution sucrée. Pour moi c'est un aliment, mais pour une plante, c'est l'urine qui est la nourriture appropriée. C'est vrai, ça contient de l'azote. Observons ce qui se passe. Ok, c'est très bizarre. On y va.
Je voudrais pas en renverser. On va lui en mettre là. L'urine, tout comme le blanc d'œuf, est très riche en azote. C'est bon. Il n'y a plus qu'à revenir demain et observer les résultats. D'accord, on va faire ça. Bien, génial. Il faut 24 heures au Drosera pour fermer ses tentacules gluants et dévorer la nourriture qu'il a piégée. Mais le Drosera est très capricieux et ne se referme que lorsque ce sont des aliments qu'il veut bien manger. Si les tentacules ne se replient pas, c'est que la nourriture a été rejetée. Ok Toby, jetons un œil aux résultats. Tout d'abord la saucisse. Que s'est-il passé? On dirait que les tentacules l'ont un peu agrippé, mais rien de bien significatif. Il y a une réaction. La plante n'a pas tout dévoré. Ensuite l'œuf, regardez ça, une grosse réaction en comparaison. On peut voir que les feuilles se sont bien repliées. Tous les tentacules ont saisi le blanc d'œuf. Et la plante a tenté de le digérer, comme l'estomac humain, en sécrétant un acide. Bien, c'est stupéfiant. Ça a fonctionné avec la saucisse et puis avec l'œuf. Tout à fait. Deux résultats positifs et maintenant le sucre. On était un peu sceptique pour le sucre. Oui, Et on obtient les mêmes résultats que Darwin. Pas de réaction. il s'est rien passé. Je note que ce test est négatif. Et enfin, l'urine. Eh bien, le résultat est considérable. C'est vrai, les tentacules se sont bien repliés sur ça. Par conséquent, il y a de l'azote. Oui, la plante recherchait l'azote contenu dans l'urine. Il n'y a pas d'azote dans le sucre, donc aucun intérêt. Aucune réaction. Mais pour l'urine, il y a une grosse réaction. C'était le résultat escompté pour Darwin et pour nous. Plus les aliments contiennent d'azote, plus le Drosera réagit. L'œuf dur et mon urine gagnent haut la main. L'ingénieuse expérience de Darwin dans sa serre démontre pourquoi les Drosera mangent des insectes. Dans un sol marécageux, les insectes sont les principaux apports en azote pour les plantes. Elles ont ainsi un avantage sur les autres plantes, et c'est pour ça qu'elles ont connu une si extraordinaire évolution pour arriver à piéger des insectes. Mais Darwin ne s'arrête pas là. Comme toujours, une autre question lui vient à l'esprit. Bien des années auparavant, Darwin avait esquissé un schéma montrant comment il voyait l'évolution. L'arbre de la vie qu'il a dessiné représente l'évolution de différents types de plantes et d'animaux sur des millions d'années. La théorie révolutionnaire de Darwin stipule que toutes les plantes et les animaux sont liés entre eux, et que dans un temps très lointain, les animaux et les plantes devaient posséder un seul et même ancêtre. Darwin croit pouvoir trouver des preuves d'une ascendance commune entre animaux et plantes grâce aux plantes carnivores. Cette fois, il étudie une plante plus rapide et plus féroce, la Dionée attrape-mouche. C'est ce genre de plantes insectivores dont raffole la science-fiction, celles qui ont des grosses mâchoires. C'est vrai. C'est la petite boutique des horreurs, les plantes carnivores. Exact. Darwin a testé la réactivité de cette plante en la touchant avec différents poils et fils de coton pour voir comment elle réagissait. Il s'interrogeait en fait sur la réactivité du piège. À l'aide des fils, Darwin a étudié le piège en action. Et je vais reproduire la même chose. Darwin comprend que les 3 minuscules poils sur le dessus de chaque feuille sont le déclencheur. Quand un insecte les touche, le piège se referme. C'est censé représenter une grosse mouche, C'est ça, oui. avec des pattes qui bougent. J'espère qu'on verra bien ce qui se passe de près. Et voilà. Regarde ça. C'est rapide, non? Oui, très rapide. Face à ça, les insectes n'ont aucune chance. Le mécanisme est très rapide. C'est obligatoire pour attraper une mouche. Mais Darwin s'intéresse à la communication entre les poils et l'articulation du piège. Il se demande, existe-t-il sur les feuilles l'équivalent des nerfs et des muscles? Si la Dionée attrape-mouche possède effectivement des cellules nerveuses, ça pourrait prouver que les plantes et les animaux ont un ancêtre commun.
Darwin a élaboré un test ingénieux mais un peu dangereux pour étudier ça. Et je suis un peu inquiet parce que Toby et moi allons maintenant le reproduire. Darwin pensait que la plante possédait une sorte de système nerveux. Alors il a carrément voulu la mettre KO. Tout à fait. Il a essayé toutes sortes de poisons sur cette plante, comme par exemple le chloroforme. D'accord. C'est un produit qui anesthésie notre système nerveux, alors pourquoi pas celui d'une plante? On va devoir faire attention. J'ai pas envie qu'on s'évanouisse tous les deux et qu'on se réveille la semaine prochaine. Je te laisse faire. Ok. On met des lunettes de protection. Ça fait partie des trucs un peu fous qu'il aimait bien faire. Dès que je mets le produit, place la cloche de verre, d'accord? Tu es prêt? Oui. Je prends une grande inspiration. Parfait. Ça sent un peu le produit maintenant. Bon. On va voir si on a endormi la plante. Si la plante a un système nerveux comme un animal, le chloroforme devrait l'anesthésier. Et on peut tester ça en effleurant les poils du piège pour voir s'il se referme. Mais on va devoir attendre jusqu'à demain pour laisser le temps au chloroforme d'agir. Ça y est, on est prêt. Nous y voilà. Il n'y a pas d'odeur. C'est bon. On va maintenant tester si les mâchoires se referment ou pas. Si on les a complètement endormies, elles ne devraient pas réagir. On les a bien observées en action hier. On va placer le fil à l'intérieur. Et non, regardez ça. Le piège s'est refermé. Ça veut dire que le chloroforme n'a pas agi sur la plante. Darwin, tout comme Toby et moi, découvre que le chloroforme n'a aucun effet sur les mâchoires de la Dionée attrape-mouche. À partir d'une série d'expériences comme celle-là, il conclut qu'il s'est trompé et que le système nerveux d'une plante insectivore est différent de celui d'un animal. Mais nous savons d'une manière plus générale que Darwin avait raison. Même si les plantes n'ont pas de nerfs comme les animaux, la génétique moderne a établi que les plantes sont liées aux animaux. Pendant des années, Darwin a dû lutter parce que ses idées ébranlaient l'orthodoxie scientifique et religieuse de l'époque. Mais il se comportait comme tous les autres hommes de la campagne. Il emmenait chaque semaine sa femme Emma et ses enfants à l'église du village, tout près de chez eux. En pénétrant dans cette église, je ne peux m'empêcher de me demander comment Darwin a pu s'accommoder de la foi d'Emma, qui n'a jamais faibli. Au départ, Darwin était plutôt croyant. Mais après avoir développé sa théorie de l'évolution, il a perdu sa foi en la religion. Cet endroit représente donc, d'une certaine manière, un tourment personnel pour Charles Darwin. Sa détermination à poursuivre ses études scientifiques face aux reproches de l'Église me stupéfait encore aujourd'hui. J'imagine que même lorsqu'il s'assoit sur les bancs de l'église, de nouvelles questions au sujet de l'évolution émergent dans son esprit. Les plantes sont souvent vues comme immobiles et passives, mais Darwin les perçoit comme actives et intéressantes au niveau comportemental. Lorsqu'il a commencé à étudier les plantes insectivores, il a également exploré leur aptitude à grimper. Comme la plupart des botaniques victoriens, il sait que les plantes poussent verticalement, car elles ont besoin de lumière pour survivre. Mais Darwin est le premier scientifique à se demander comment elles grimpent. Il suppose que ça a un lien avec les vrilles des plantes. Les plantes grimpantes poussant trop lentement pour pouvoir être observées directement, Darwin doit trouver une façon originale d'enregistrer leurs mouvements. Pour cette expérience, il a recours aux concombres sauvages qui se déplacent de quelques centimètres par heure. Nous y voilà. Voici une façon
assez simple de mesurer le mouvement d'une plante. Et c'est ce qu'a utilisé Darwin. Voilà le principe. Nous disposons d'un repère derrière la plante, qui est un tout petit point. Regardez. Une petite punaise accrochée qui reste immobile. C'est notre repère pour la mesure. Et on peut le voir à l'œil nu. Je regarde à travers ce panneau de verre et j'aligne ce point doré avec l'extrémité de la plante, comme ça. Et je dois rester très précis. Ensuite, je marque un petit point sur le verre en utilisant une gommette. Voilà, comme ça. Si on attend quelques heures, le bout de la plante devrait avoir bougé. Si je me retourne, ça devrait déjà bouger un peu. Remarquable. J'ai pu reproduire sur le panneau de verre les mouvements de la plante. C'est la version de Darwin de la photographie accélérée qui lui a permis de suivre les mouvements incroyablement lents d'une plante sur plusieurs heures et plusieurs jours. Il a remarqué quelque chose de très intéressant. On pourrait penser que les plantes poussent verticalement, comme ça. Mais Darwin a découvert que les végétaux s'enroulent, en fait, comme ça. Darwin veut ensuite savoir pourquoi les vrilles des plantes s'élèvent au-dessus du sol en se courbant. Il retourne dans sa serre pour le découvrir. Il observe le concombre sauvage pendant plusieurs jours et voit que dès qu'une vrille touche un corps, elle s'appuie sur lui. La spirale vers le haut est un mouvement de recherche. Les courbes augmentent les chances d'une vrille de rencontrer une branche ou un tuteur auquel s'appuyer pour pousser verticalement. Darwin découvre que d'autres plantes grimpantes ont développé leurs propres techniques ingénieuses. Cette plante de houblon se hisse le long des murs au rythme de plusieurs mètres par semaine en s'aidant de ses feuilles pour s'accrocher au mur. La bignonne se sert de ses crampons superadhésifs pour adhérer à des fissures, à d'autres plantes ou à cette corde dans la serre de Darwin. Les plantes ont trouvé différents moyens de survivre. Darwin est intrigué par cette diversité de comportements. Ce botaniste, le professeur David Kuhn, l'est également. C'est magnifique, non ? Voilà, devant nous, deux plantes grimpantes qui nous intéressent. Supposons que vous êtes une plante qui pousse dans une forêt, et vous n'êtes pas une plante ligneuse. Pour survivre dans la forêt, vous avez besoin de lumière. C'est pour ça que les plantes grimpantes ont évolué, pour se servir de la forêt comme une sorte de treillis pour atteindre la lumière. Les plantes n'ont qu'un but, atteindre la lumière pour pouvoir faire leur photosynthèse et produire la nourriture nécessaire à leur alimentation. Certaines plantes se sont donc adaptées en devenant grimpantes. C'est une manière astucieuse de trouver de la lumière, non? Vous avez par exemple un arbre qui a mis 200 ans à grandir et une petite plante se met à l'escalader. C'est vrai. Darwin était attiré par les plantes en raison de leur comportement. Et on peut établir un parallèle avec les plantes insectivores qui mangent, qui mâchent de la viande. Les plantes ne sont pas censées faire ça, mais elles le font parce qu'elles vivent dans un environnement qui est faible en azote. Ces plantes-là vivent aussi dans un environnement hostile, qui est constitué de grands arbres, et il faut bien qu'elles survivent. Elles ont résolu le problème. Oui. Selon Darwin, l'évolution était un moyen de résoudre les problèmes, et la sélection naturelle en est le mécanisme. Pour Richard Owen, le concept d'évolution de Darwin était une absurdité au vu du monde naturel. Il y a dans chacun de ces casiers une énorme quantité de tiroirs, comme ceux-ci, remplis d'insectes. Owen était farouchement opposé à l'idée de sélection naturelle qui explique pour Darwin l'existence de tous ces magnifiques insectes.
Tous les animaux engendrent une vaste progéniture, mais seuls ceux qui sont en bonne santé, les plus forts et les mieux adaptés à l'environnement survivent. Pendant des millions d'années, le processus de sélection naturelle a conduit à l'évolution de toutes les espèces. Regardez ça, ces insectes sont différents comme des émeraudes et des saphirs. Regardez leur couleur, vert, bleu. Il doit y avoir un créateur, voilà l'explication. Mais si on réfléchit un peu, on voit à quel point c'est remarquable que toutes ces variétés aient évolué à partir d'un même ancêtre. Richard Owen a sa propre théorie. Il croit que Dieu a créé une série d'archétypes et que ces créatures sont ensuite devenues la base du développement de tous les futurs animaux dans ce groupe. Malheureusement pour Owen, personne n'a jamais découvert l'un de ces archétypes divins qui prouverait sa version de la création. Mais tout cela allait changer avec la découverte de l'un des plus célèbres fossiles de cette période. En 1862, Owen fit l'acquisition de ce fossile pour son musée. Il fait à peu près la même taille qu'un pigeon et il a été trouvé en Allemagne. On lui donna le nom d'Archaeopteryx, ou aile antique. Cela ravit Owen, car c'était le tout premier oiseau fossile jamais découvert. Il lui accorda donc une place de choix dans son musée. Pour Owen, l'Archaeopteryx est l'oiseau originel créé par Dieu. Darwin et ses défenseurs, eux, ont une vision très différente de ce même fossile. L'oiseau aux superbes plumes possède également des dents de reptile et, contrairement aux autres espèces d'oiseaux, une queue osseuse. Pour eux, cela prouve le lien entre les oiseaux et les dinosaures, et cela appuie la théorie de l'évolution. Mais Darwin a encore de nombreuses interrogations. Au cours de ses voyages autour du monde, et notamment aux îles Galapagos, beaucoup de choses l'avaient intrigué. Par exemple, les spectaculaires frégates. Elles semblent parfaitement adaptées pour voler et pour pêcher. Mais elles ont également développé des poches extensibles rouges au niveau de la gorge. Ces sacs gulaires rouges qui paraissaient n'offrir aucun avantage à la survie rendent perplexe Darwin à son retour en Angleterre. Je suis ici dans une ferme du Norfolk pour observer un oiseau que Darwin aimait particulièrement. Il s'agit d'un véritable dandy, le paon. Les paons sont originaires d'Inde. La splendide queue des mâles leur complique la tâche au moment de voler et d'échapper aux prédateurs dans la nature. Le fait que les paons aient une queue qui soit un obstacle à leur survie inquiète Darwin. S'il n'est pas capable de trouver pourquoi ces queues ont évolué ainsi, toute sa théorie de l'évolution est par conséquent erronée. Perplexe, il écrit « La simple vue d'une plume dans la queue du paon me fait faire des cauchemars. » J'ai rendez-vous avec une spécialiste des paons, Marion Petry, et un éleveur de paons, Quentin Spratt, pour réaliser une expérience proposée par Darwin. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Marion? Oui, enchanté. Bonjour, ravi de vous rencontrer. C'est un endroit surprenant. J'ai jamais vu autant de paons. J'en ai vu au moins 8. Combien vous en avez? On en a environ 700. C'est pas vrai. Darwin a supposé que la queue était une affaire sexuelle. Il pensait que plus la queue était spectaculaire, plus elle était large et dotée d'ocelles, plus le paon était attirant aux yeux des femelles. Mais comment le prouver? Marion a creusé l'idée de Darwin pour voir si une queue imposante est vraiment importante pour séduire les femelles. Je ne veux pas trop les déranger. On voit ici plusieurs mâles qui paradent. Les ocelles sont une manière pour le mâle de s'annoncer auprès des femelles, de se vendre. Il dit « Regarde toutes les ocelles sur ma queue. Tu as vu, je suis beau. » Oui, il communique ainsi avec les femelles en disant « Je suis mieux que l'autre paon. Choisis-moi, choisis-moi. »
Vous avez entendu son cri? Oui. Si la femelle s'était arrêtée devant le mâle à ce moment-là, et il lui serait monté dessus, et il y aurait eu copulation. C'est la fin de la parade nuptiale alors. Exactement. C'est la toute dernière phase. Il paonne. Ok, il paonne. Il criaille, puis il met sa queue en éventail et lui court après. Ça fait aussi un joli son, comme wouh. On se croirait à une soirée disco. Selon Darwin, un mâle avec une large queue pleine d'ocelles aura plus de rapports sexuels et par conséquent plus de descendants. Pour vérifier la théorie de Darwin, nous allons couper la queue d'un paon et voir s'il a toujours du succès auprès des femelles. Mais il faut d'abord qu'on en attrape un. D'accord? Comment on procède? Un grand filet? Oui, un gros filet comme ça. Placez le filet au-dessus de l'oiseau, par derrière si vous pouvez. Commencez par la tête et attrapez tout le corps du paon dans le filet. Puis vous ramenez le filet vers vous et vous essayez de lui attraper les pattes. Les deux pattes? Vous avez vu mes cicatrices? Quelle cicatrice? J'ai ici une cicatrice faite par un paon. Et une autre là. Et encore une là. Ils se laissent pas faire alors? Oui. Donc, vous devez être bien ferme avec eux une fois que vous les avez capturés. Vous devez absolument leur attraper les pattes. C'est ça, bien joué. Les deux pattes. Vraiment bien joué, oui. Bravo. C'est ça. Et voilà, je vais pouvoir le faire parler. Darwin espère qu'une telle expérience pourra expliquer pourquoi le paon a évolué ainsi. Mais il n'a jamais pu la réaliser. Il n'a pas réussi à convaincre quelqu'un de l'aider. Comme il l'a écrit, qui sacrifierait la beauté de son oiseau pendant toute une saison pour faire plaisir à un naturaliste? Eh bien, Quentin a accepté de collaborer. Nous allons donc réaliser quelque chose que Darwin n'a jamais pu faire. Nous allons couper 20 ocelles sur cette queue. En voilà un. En voilà un. Ça n'est pas du tout douloureux pour lui. Marion pense qu'avec une plus petite queue, sa vie sexuelle sera beaucoup moins intense. Cette superbe couleur n'est pas un pigment, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir avec un pigment. Non, c'est de la lumière réfléchie. C'est comme un réseau cristallin qui disperse la lumière pour lui donner ses couleurs. Il va devoir user de son charme autrement pour capter l'attention des femelles. Il avait la plus belle queue. Il passe de John Travolta à Quasimodo. Voyons voir comment Quasimodo s'en sort avec les femelles. Il ne sait plus comment s'y prendre. On vient de lui enlever tout son sex-appeal. Nous avons observé un animal aujourd'hui, mais Marion Petrie a étudié des centaines de paons au cours des 20 dernières années. Elle a réussi à démontrer que les paons avec le plus d'ocelles avaient systématiquement une plus grande descendance que les mâles moins bien lotis. Plus sa queue est spectaculaire, plus le mâle est séduisant, et plus la femelle a de chances de le choisir. Voilà pourquoi le paon a vu sa queue évoluer en un plumage aussi flamboyant, même si elle réduit sa capacité à voler. Je trouve ça super. Darwin aurait adoré pouvoir faire ça. C'est une sensation géniale. Si Darwin avait assisté à l'expérience, il aurait été conforté dans ses théories. Je vous l'avais dit. C'est vrai, oui. Darwin était passionné par la reproduction et son rôle dans le monde naturel. La reproduction est véritablement la clé de l'évolution, parce qu'elle implique des variations chez les animaux. Ces différences sont importantes car elles peuvent améliorer les chances de survie d'une progéniture pour qu'elle soit plus rapide, plus forte et plus adaptée à l'environnement. Donc, pour Darwin, le sexe est nécessaire pour que la sélection naturelle se produise. Mais si c'est le cas, il doit expliquer ce qui arrive aux plantes, car elles ne semblent pas corroborer sa théorie. À l'époque de Darwin, les botanistes pensent que les plantes se reproduisent entre elles. Ils croient cela parce que chaque fleur contient à la fois les organes mâles et femelles.
Et pour les botanistes, comme les organes sont très rapprochés, il est facile pour le pollen venant de l'organe mâle de féconder l'organe femelle. Cette fécondation engendre une descendance pratiquement identique. Darwin a réalisé que si c'était vrai, ça remettait en cause sa théorie. Toute la descendance des plantes ne serait pas assez différente pour qu'une évolution se produise. Pour appuyer sa théorie, Darwin doit prouver que les plantes se reproduisent avec d'autres plantes. C'est la seule façon pour que des variations puissent apparaître. Il cherche à démontrer que les botanistes se trompent. Je me rends là où tout a commencé. C'est à Donbank, un des lieux de prédilection de Darwin. Je suis en compagnie d'Alistair Hayes, spécialiste en botanique. Alistair, nous sommes ici à Donbank. Darwin adorait cet endroit. C'était pour lui aussi impressionnant que les îles Galapagos, par exemple. C'est vrai. Et c'était très proche de chez lui, de Dan House. Après avoir voyagé autour du monde, il a découvert cet endroit qui l'a beaucoup inspiré. Il y organisait même des pique-niques en famille pour pouvoir travailler sur place. Pour Darwin, les plantes devaient constituer une énigme. Il avait une théorie qui tenait debout, et où seules les fleurs ne cadraient pas. Un problème qu'il a résolu à cet endroit. Et il venait ici et il passait son temps à regarder voler les insectes. Il observait les papillons. Puis, il est revenu de nuit regarder les papillons de nuit. En examinant ces espèces de très près, il a remarqué sur leur tête, sur leur trompe, le pollen venant de l'organe mâle de certaines fleurs. Et ces insectes se dirigeaient vers une autre fleur. C'est comme ça qu'il a compris que le pollen se déplaçait d'une plante à une autre, et comment la reproduction était possible. Génial. Alors cet endroit a été fondamental pour étayer la théorie de Darwin. Tout à fait. Quelques années auparavant, des botanistes avaient observé des abeilles transportant du pollen d'une fleur à une autre. Mais ils avaient supposé que c'était un événement rare et sans importance. Darwin est à présent convaincu que les insectes jouent en permanence le rôle d'inséminateur artificiel pour les plantes, et que les fleurs ont fait évoluer leur couleur, leur parfum et leur forme dans un seul but, s'assurer que les insectes viennent se poser sur elles et transportent leur pollen vers d'autres fleurs. C'est incroyable pour tout le monde, sauf pour Darwin. Mais comment peut-il le démontrer ? Je suis dans les jardins royaux de Kew pour reproduire une autre expérience de Darwin. Le sujet est une orchidée tropicale, l'une des fleurs les plus complexes au monde. Le premier défi pour moi, comme pour Darwin, est d'en dénicher une, car elles sont rares, capricieuses et ne sont en fleurs qu'une semaine par an. Voici l'une des plus grandes collections d'orchidées au monde. Les jardins de Kew sont certainement le plus grand institut de recherche sur les orchidées au monde. Vous êtes un spécialiste des orchidées. Darwin était également fasciné par les orchidées. En effet, Darwin était passionné. Il a même reconnu que les orchidées étaient sa passion numéro 1. Qu'est-ce qu'on a là ? C'était l'une des orchidées préférées de Darwin. Il a utilisé énormément de cette variété pour ses études sur la pollinisation. C'est une Catasetum, originaire d'Amérique du Sud. Elle possède un mécanisme de pollinisation très élaboré, et c'est ce qui a le plus intéressé Darwin. Darwin utilise un crayon pour représenter l'insecte. Au moment où il entre en contact avec le Catasetum, il appuie sur une détente. Une membrane fragile se casse et libère un grain de pollen. La partie collante de ce grain adhère à son dos. S'il s'agit d'un insecte, il vole en transportant le pollen pour polliniser la fleur suivante. Donc, voici son abeille, son insecte pollinisateur. Alors, il chatouille les pétales de la fleur et il va libérer le pollen. Oui. Bien. Je vais tenter l'expérience. Je vais enfoncer un peu le crayon et essayer de libérer le pollen. Une petite percée. Je vais chatouiller les étamines derrière. Juste là. Et la petite antenne descend. Le pollen est expulsé si rapidement qu'il nous faut une caméra microscopique pour le voir.
Avec cette observation, Darwin démontre qu'une catacétome est capable de parcourir des distances extraordinaires pour féconder une autre catacétome. Voilà un morceau de la partie qui s'est décroché. Oui. À l'arrière ici, vous avez le tube pollinisateur qui agit un peu comme de la glu qui se colle sur le dos des insectes. Et au bout, on a les 2 grains de pollen. Oui, le pollen est contenu ici. C'est incroyable. C'est très beau. Oui. Selon Darwin, les mécanismes élaborés de la pollinisation des orchidées ont dû évoluer. Avant Darwin, on ne trouvait pas forcément nécessaire d'expliquer pourquoi ces plantes étaient si complexes. Dieu les avait simplement conçues ainsi. Ce fut donc un gros défi pour Darwin. Il devait par conséquent être capable d'observer l'orchidée et tous les éléments de la nature et de rendre compte de tous les détails. Chez certaines orchidées, les insectes se posent sur un pétale modifié. C'est là que se trouve le nectaire qui renferme le nectar. Pendant des millions d'années, les plantes ont su faire évoluer des parties de leur anatomie pour constituer les structures leur permettant de se reproduire avec d'autres plantes qu'elles-mêmes. Darwin décide ensuite d'explorer la question de la reproduction sous un angle différent. Il veut découvrir ce qui arrivera aux plantes et aux animaux si la consanguinité est obligatoire. Tous les éleveurs tentent d'éviter ça. Moi-même, dès que j'achète un porc, je vérifie d'abord son lien de parenté avec mes propres truies. J'y renonce s'il est de consanguinité rapprochée. En revanche, s'ils ne sont pas liés directement, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi je note scrupuleusement tous les accouplements et les descendances de ma ferme. Darwin constate auprès d'éleveurs que des problèmes surviennent quand le bétail est trop consanguin. Ça entraîne des anomalies congénitales et des retards de croissance. À l'époque, les médecins supposent que la même chose pourrait s'appliquer aux hommes. Darwin se lance dans son projet le plus ambitieux jusqu'alors, prouver scientifiquement que la consanguinité est un véritable problème. Sa détermination à prouver les conséquences désastreuses de la consanguinité est motivée par une crainte personnelle. Emma, sa femme, est également sa cousine germaine. Leurs familles se sont mariées entre elles sur 3 générations. Il suppose que leur consanguinité ait fragilisé leur descendance. Sur les 10 enfants de Charles et Emma, 3 sont morts. 2 durant la petite enfance et leur fille Annie à l'âge de 10 ans. Cela bouleverse Darwin et il veut en découvrir les raisons. À défaut de pouvoir expérimenter sur des hommes, il le fait sur des végétaux. C'est quelqu'un d'acharné. Il effectue des milliers d'expériences sur la consanguinité. Mais chacune d'entre elles est délicate à réaliser. Alors je me suis entouré de 2 botanistes pour m'aider, David Cohn et John Parker. Bonjour messieurs. Bonjour Jimmy. Bonjour Jimmy. Comment allez-vous? Quelle expérience allons-nous réaliser et comment allons-nous nous y prendre? Nous allons utiliser ces plantes et nous allons vous montrer comment réaliser une expérience de sélection végétale. Nous allons voir ce qu'il advient quand une plante se reproduit toute seule et pratique l'autofécondation. Darwin a découvert que la plupart des fleurs font tout pour échapper à ce type de pollinisation, mais on peut le faire artificiellement. Une fleur possède à la fois les organes mâles et femelles. La plante a donc la capacité de s'autoféconder? Exactement, et on peut forcer ce processus. La manière la plus simple est d'utiliser une petite enveloppe. On lui met un sac sur la tête? On lui met un sac sur la tête. On recouvre le haut de cette fleur et on colle l'enveloppe. De cette manière, aucun pollen et aucun insecte ne peut l'atteindre. Si on trouve une graine, c'est forcément le produit de cette fleur-là. Ça voudra dire qu'elle s'est auto-fécondée. La descendance de ces plantes autogames constitue le premier groupe. Darwin crée ensuite un second groupe de plantes qu'il veut faire se reproduire à partir de 2 plantes différentes, ce que les botanistes appellent une pollinisation croisée. D'accord, mais comment être sûr qu'une fleur ne s'est pas auto-fécondée? C'est plus difficile qu'il n'y paraît, et pour une raison. Une fleur produit à la fois du pollen et des ovules.
On doit, pour cela, enlever l'organe mâle de la fleur pour qu'il ne dépose pas le pollen dans l'ovule de cette même fleur. Et voilà, on va utiliser ce bourgeon-là. On peut voir que ce bourgeon commence juste à s'ouvrir. Et on voit que l'organe femelle commence tout juste à percer. Pour garantir la pollinisation croisée d'une plante, je prends un bourgeon encore fermé et j'enlève les organes mâles avant qu'ils ne se soient développés. C'est minutieux, hein? Appuyez un peu dessus, laissez le bourgeon s'ouvrir. Ouais, je vois tout maintenant. Bien joué, c'est bien. Vous êtes très adroit. Très adroit. Je n'avais jamais stérilisé une fleur. Très très bien pour une première fois. C'est excellent. Excellent. Il ne reste plus que la partie femelle de la plante. D'accord, super. Maintenant, vous allez prendre le pollen sur une autre plante. C'en est une belle. Ouais. Sur celle-ci. Et maintenant, placez le pollen sur le dessus de la partie femelle. C'est un travail très délicat. Oui, ce n'est pas facile à faire. Donc, j'ai obligé cette plante à se reproduire avec cette plante ici, deux parents différents. Et à l'inverse, nous avons emprisonné cette plante ici et nous l'avons forcée à s'auto-féconder. Avec deux plantes, nous n'avons que le début de l'expérience. Pour obtenir des résultats complets, il faut répéter cette opération 20 fois. Et il faudra du temps pour que les plantes produisent leurs graines. Puis il faudra planter ces graines et laisser pousser ces deux groupes de semis. Nous n'avons utilisé qu'une seule espèce, mais Darwin effectue des croisements entre 55 espèces végétales différentes. Ces expériences sont colossales. Ça lui prend des mois pour découvrir le résultat d'un seul croisement. Mais grâce aux méthodes de culture moderne, on peut observer la création d'une nouvelle génération de fleurs en passant d'une fleur à une graine, puis à une plante adulte en seulement 7 semaines. On reviendra plus tard voir les résultats. Darwin croit que ces expériences sur la consanguinité peuvent s'appliquer aussi aux animaux. On sait désormais que c'est le cas, grâce à des recherches faites dans des zoos du monde entier. Je parie que ça les amuse d'essayer d'attraper ce bout de viande. Je le mets à quelle hauteur? Comme ça, c'est bien. Ça aurait fasciné Darwin de voir les guépards du zoo de Colchester. Il y a 10 000 ans, le nombre de guépards dans la nature a diminué de façon catastrophique. Les survivants de ce désastre continuèrent à se reproduire, mais à cause de leur nombre peu élevé, ils subirent une période de consanguinité. C'est ce qui menace aujourd'hui la survie de l'espèce. Anthony Tropeano nous explique pourquoi. Tous les guépards adultes sont désormais très similaires au niveau génétique. C'est comme s'ils se reproduisaient au sein d'une même famille. C'est exact. Comme si chacun épousait son cousin germain sur plusieurs générations. C'est la même chose. Cette consanguinité est la cause de nombreux problèmes chez les guépards. Nos guépards ont un problème. Leurs pattes se développent vers l'extérieur. Et c'est évidemment un problème chez un animal conçu pour la vitesse. Ils ont une anatomie adaptée pour le sprint. Si leurs pattes commencent à se recourber vers l'extérieur à cause de leur consanguinité, c'est dramatique pour eux. Oui, c'est un grave problème. C'est vrai qu'en captivité, ils n'ont pas besoin de courir à 110 km/h. Mais si cette situation empire, on peut craindre que cet animal en souffre et soit vraiment gêné. C'est vraiment terrible parce que ce sont les premiers petits nés au zoo. C'est dur de voir ça, surtout pour ceux qui travaillent à leur côté tous les jours. On craint le pire. Et c'est inquiétant parce que c'est également le reflet de ce qui se passe dans la nature. Oui, nous avons ici un microcosme des problèmes auxquels les guépards sont confrontés dans la nature. À cause de cette consanguinité, les guépards souffrent de nouvelles anomalies congénitales. Quantité de spermatozoïdes insuffisante, membres tordus et queue enroulée. On peut en conclure qu'ils sont arrivés au terme de leur évolution, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'autres variations. Et c'est ce qui a intéressé Darwin. Il se souciait des effets de la consanguinité qui pouvaient être la cause de l'affaiblissement des espèces. S'il avait eu connaissance de l'évolution des guépards,
Darwin l'aurait sans doute utilisé comme une preuve des dangers de la consanguinité. Revenons à nos plantes. C'est l'heure de découvrir quelles sont les différences entre les groupes autofécondés et les groupes pollinisés par croisement. Les résultats de ce type d'expérience comptaient énormément pour Darwin, car il y voyait un lien avec les problèmes de sa famille. Ok, voilà les résultats. Les voilà. Nous avons donc ces plantes pollinisées par croisement et ces plantes autofécondées. Tout d'abord, on peut voir que les plantes sont 2 fois plus nombreuses. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les mesure? Bien sûr. Je vais noter les mesures. Une bonne vieille règle. La première mesure pour les plantes autofécondées est 11 cm. 23. J'ai 19 ici. 24 cm. 3, 24 cm. 17,5, 23,5. 22. 19,5, 16,5, 16, 10. Et j'ai 23 là. Bien. Qui a la plante la plus grande? Je suis désolé, vous avez largement perdu. Votre moyenne est de 14,5 cm et celle de David est de 21,6 cm. Les plantes de David sont 2 fois plus grandes. Les plantes pollinisées par croisement sont bien plus saines et grandes que leurs semblables autofécondées. Et elles ont plus de fleurs et produisent plus de graines. Si c'est le cas pour les plantes, est-ce que c'est le cas aussi pour les animaux? En général, ça se vérifie. Et les plantes sont hermaphrodites. Une même fleur est à la fois mâle et femelle. Elles sont capables de se polliniser et de se féconder toutes seules, alors que vous et moi avons besoin d'un partenaire. Si vous épousez votre cousin au premier ou au deuxième degré, il y a un certain niveau de consanguinité, et cela pourrait entraîner des problèmes de santé si ça tendait à se reproduire dans la population. C'est aussi le cas pour ces plantes, qui seraient très vite malades. Avec ces expériences, Darwin a accumulé une grande variété de preuves soutenant sa théorie de l'évolution. Ces plantes insectivores et leurs comportements animaux. Ces pans dont la queue a évolué pour séduire les femelles. Son travail acharné sur la consanguinité chez les plantes, tout cela était lié dans la théorie dominante de Darwin, comme il l'a illustré dans son arbre de la vie. Mais malgré toutes les preuves, ses ennemis, y compris Richard Owen, restent opposés à la théorie. Ce qui les gêne avant tout, ce sont les idées de Darwin sur l'évolution de l'espèce humaine. Dans son arbre de la vie, les hommes ne sont qu'un animal comme les autres. Darwin se montre prudent, et dans L'origine des espèces, il ne consacre qu'une phrase à la filiation des hommes. La lumière sera faite sur l'origine de l'homme et son histoire. Mais pour Owen, c'en est déjà trop. Les deux camps sont voués à s'affronter. Et en juin 1860, un débat a lieu à Oxford, foyer de la formation théologique. Les partisans de Darwin et ses plus fervents détracteurs religieux et scientifiques s'opposent en argumentant des théories contradictoires sur les origines de la vie sur Terre. Le débat sur l'évolution d'Oxford est l'un des plus importants colloques scientifiques de l'histoire. C'est la première fois que la théorie de Darwin est débattue publiquement. Darwin est tendu. Owen voit en cela l'opportunité de le démolir avant que ses idées puissent vraiment se diffuser. Richard Owen ne laisse rien au hasard. Il engage l'évêque Samuel Wilberforce comme porte-parole. Wilberforce, président de l'université d'Oxford, est un brillant orateur et c'est aussi un naturaliste talentueux. La veille du débat, Owen a briefé Wilberforce sur le meilleur moyen d'attaquer les idées de Darwin. Dans l'autre camp, Darwin n'est pas présent. Il envoie son fidèle ami Thomas Huxley défendre sa cause. Huxley s'exprime très bien. C'est un autodidacte ambitieux et intelligent. On le surnomme le bulldog de Darwin, car il est le défenseur le plus farouche de la théorie de l'évolution. La chambre des débats est pleine à craquer. 700 personnes, plus de 700 personnes sont entassées dans la salle.
Il devait certainement y faire très chaud. Et les gens ont commencé à s'impatienter. Il leur faut attendre environ 1 heure avant que Wilberforce s'exprime enfin au sujet de cette nouvelle théorie, car c'est ce qui les intéressait avant tout. C'était un peu l'Église contre la science. Et Wilberforce était comme chez lui à Oxford. Oui, il avait acéré ses griffes. Il espérait pouvoir démontrer à tout le monde l'absurdité de cette théorie. Wilberforce avait lu attentivement l'origine des espèces et il en avait noté les points faibles. Darwin lui-même reconnaissait qu'il manquait encore des formes intermédiaires dans le registre des fossiles qui pourraient expliquer sa théorie de l'évolution. Et Wilberforce voulait se servir de ces petites faiblesses. C'était quelqu'un de très méthodique. Il a cité des passages de la Bible ou des arguments brûlants pour lesquels il avait des preuves. C'était un brillant orateur. Il pensait pouvoir triompher rien que par son éloquence. Selon lui, aucune preuve de cette théorie ne tenait debout, car le monde avait été créé en 7 jours. Tous les animaux étaient nés sous leur apparence actuelle, et certains avaient survécu au déluge. Wilberforce semblait avoir remporté le débat. Mais alors qu'il s'apprêtait à rendre sa conclusion, l'évêque a commis une erreur stratégique. Il se tourna vers Huxley et il lui demanda sur un ton sarcastique s'il descendait du singe du côté de son grand-père ou du côté de sa grand-mère. Ça a dû le faire réagir. C'en était trop pour Huxley. Il s'est levé et il a aussitôt proclamé qu'il préférait un singe comme ancêtre plutôt que quelqu'un qui se servait de la rhétorique et d'une fausse érudition au préjudice de la vérité. C'était une véritable offense à l'Église, car il reprochait à Wilberforce de ne rien connaître aux questions scientifiques. C'est incroyable. Un tapage s'en est suivi, des évanouissements, des étudiants qui scandaient « Singe! Singe !» Aucun vainqueur ne semble se distinguer, mais le débat d'Oxford marque un tournant. En raison de la controverse qui s'en est suivie, les idées de Darwin ont touché un public différent. Elles ont dépassé la simple communauté scientifique pour se diffuser plus largement. Darwin est satisfait, mais soulagé de ne pas y avoir pris part. Il admet « Je suis content de n'avoir pas été présent à Oxford, car j'aurais été dépassé. » Après le débat, une nouvelle génération de jeunes biologistes a adhéré à la théorie de l'évolution. Tous les efforts de Darwin ont fini par payer. Le débat public implique un autre changement pour Darwin. Les gens ne se disputent plus au sujet de Drosera ou de plantes grimpantes, mais ils veulent connaître les origines de l'homme. C'est un sujet que Darwin n'a pas encore développé. Il sait maintenant qu'il doit sortir de son silence. Dans le prochain épisode, Darwin proposera de nouvelles expériences révolutionnaires. Il essaiera de rassembler d'autres preuves appuyant sa théorie de l'évolution et de démontrer que l'homme descend du singe.